Bonjour, bonjour à tous. Comme nous tous, aujourd'hui, je ne suis pas complètement immune par rapport aux événements qui sont là. Et je ne peux pas résister à vous montrer ce dessin de Cabu qui, à mon avis, résume ce qu'était Cabu, c'est-à-dire quelqu'un qui était tout sauf un fanatique. Et la seule chose qu'il haïssait dans le monde, c'était les fanatiques. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire ce qui est écrit, Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons. Je crois que ça résume Cabu, ça résume la raison pour laquelle j'aimais tant ce dessinateur. Voilà, donc je vais vous parler des révolutions quantiques qui, je le crois, ne se seraient pas produites s'il n'y avait pas eu la lumière comme un objet physique extraordinaire qui nous a donné les clés du monde. Bon, allons-y. On va commencer par la première révolution quantique. Qu'est-ce que la première révolution quantique? C'est ce qui est lié à la dualité onde-particules. Nous avons eu la chance d'en entendre parler déjà par Claude et par Serge, donc merci de nous avoir fait gagner du temps. Je voudrais vous montrer un fait qui n'est pas connu de tout le monde, c'est que, à ma connaissance, le premier à avoir parlé de dualité onde-particules, c'est Einstein, encore une fois Einstein, en 1909, à la conférence de Salzbourg. Einstein s'interroge sur la question: est-ce que la lumière est une onde, comme on le croyait au XIXe siècle, ou est-ce qu'elle est formée de particules, comme il en a fait l'hypothèse dans son célèbre article 1905. Et il fait un certain nombre de calculs, et il y en a un qui est magnifique, un calcul dit de fluctuation du rayonnement du corps noir. Et dans ce calcul des fluctuations du rayonnement du corps noir, il démontre qu'il y a deux termes que vous voyez écrits ici. Et ce qui est formidable, c'est que, en analysant ça, il voit que dans les deux termes, il y a à la fois l'onde et le corpuscule. Le premier terme est ce qu'on appelle le bruit de grenaille, le bruit de photon, et le deuxième terme est la fluctuation qui serait due si la lumière n'était formée que des ondes. Et le fait qu'il ait les deux termes l'amène à conclure, pour la première fois, je crois, à la notion de dualité onde-particules. Ensuite, nous avons toute la série des progrès. On a entendu parler de Bohr, de De Broglie, de Schrödinger, Heisenberg. Et donc, cette dualité en deux particules est vraiment au cœur de cette première révolution quantique. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une expérience qui a été faite il y a une dizaine d'années à l'École normale supérieure de Cachan, avec une mise en évidence spectaculaire et directe de la dualité en deux particules. Alors, de quoi s'agit-il? On a une source de photons uniques qui est obtenue tout simplement, si j'ose dire, parce qu'il a fallu, c'était tout récent, cette époque, qui est obtenue en arrivant à éclairer une seule molécule, une molécule unique. On l'excite et lorsqu'elle se désexcite, elle émet un photon et un seul. Ce photon est récupéré ici, passe dans un objectif et on a un faisceau élargi. Et ce faisceau va tomber sur ce qu'on appelle un biprisme de Fresnel. La partie supérieure du faisceau est déviée vers le bas, la partie inférieure du faisceau est déviée vers le haut et on met deux détecteurs. Et on se dit que si les mots ont un sens, si on a vraiment un photon et un seul, alors il va passer soit en haut, soit en bas. Donc, soit il va passer en bas et il va être détecté par le détecteur D1, soit il va passer en haut et être détecté par le détecteur D2. Et le fait qu'il passe soit en haut, soit en bas, on le met en évidence en ayant ce qu'on appelle un circuit à coïncidence qui est capable de nous dire si les deux détecteurs sont activés simultanément ou pas. Eh bien, on n'observe jamais une activation simultanée des deux détecteurs. Donc, on a bien un photon unique qui passe soit d'un côté, soit de l'autre. Et pourtant, si on modifie l'expérience et qu'on passe à ce schéma, voilà, c'est ça que je voulais, si on modifie l'expérience et que maintenant on va faire une observation à l'endroit où les deux faisceaux se croisent,
Alors on se dit qu'à la lumière, si j'ose dire, et si je dois dire, de ce que nous savons depuis Young et Fresnel, eh bien on a une onde qui est passée des deux côtés à la fois et on s'attend à observer des franges d'interférence. Est-ce qu'on va observer ces franges d'interférence avec les photons uniques? Eh bien voilà la réponse, prise en temps réel avec la caméra CCD qui était là. Aïe, 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 non, c'est bon. Ah, là j'ai un petit problème. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mystère toujours de l'informatique. Mystère de l'informatique. Ça veut... Tant pis, c'est les plaisirs de l'informatique, hein, qui n'est pas aussi fiable que l'optique. Nous en avons une nouvelle démonstration. Et donc, j'espère quand même que je vais arriver à revenir à ma présentation. Décidément, je n'ai pas beaucoup de chance ici. Hop, voilà, nous y sommes. Et donc, vous auriez pu voir se construire les franges d'interférence, photon par photon, et avec vraiment des photons qui, dans la première expérience, sont observés soit d'un côté, soit de l'autre, et pourtant dans la deuxième, il faut se rendre à l'évidence, eh bien, nous avons un comportement ondulatoire avec une particule unique. Alors, ça ne veut pas avancer. Décidément, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Vous remarquez qu'il ne s'agit pas de la lumière, c'est de l'informatique. En informatique, c'est formidable. Il suffit de faire reset et ça repart. Voilà. Donc, la dualité en deux particules, c'est le fait que tantôt la lumière se comporte comme une particule, tantôt comme une onde. Et bien sûr, ceci a été élargi aux électrons. Ça nous a donné une révolution conceptuelle. Mais évidemment, cette révolution conceptuelle est non seulement une révolution scientifique, mais aussi une révolution technologique, puisque cette révolution conceptuelle nous a non seulement compris de comprendre la structure de la matière, ses propriétés mécaniques, son interaction avec la lumière, on a déjà parlé de tout ça. Ça nous a permis de comprendre des propriétés aussi extraordinaires que la superfluidité, la supraconductivité, la condensation de Bose-Einstein, et ça a permis d'inventer de nouveaux dispositifs, le laser, le transistor, les circuits intégrés qui sont à la base de la société de l'information et de la communication. Il faut insister sur le fait que l'invention de ces dispositifs, ce n'est pas dû à un bricoleur génial dans un garage en Californie. Ce sont les plus grands savants de l'époque qui ont travaillé pour comprendre la façon dont la lumière interagit avec la matière, la façon dont les électrons se propagent dans les solides, pour arriver à cette invention de ces dispositifs extraordinaires qui ont changé notre vie, changé notre société. La deuxième révolution quantique, c'est celle qui démarre en 1935 avec le débat Bohr-Einstein et qui nous mène à ce qui est peut-être une nouvelle révolution, qui est l'information quantique. Donc en 1935, Einstein, réfléchissant à une situation nouvelle, dont il découvre qu'elle est autorisée par les équations de la mécanique quantique, avec des corrélations très fortes entre les positions de deux particules éloignées, entre les vitesses de deux particules éloignées, il arrive à la conclusion que la mécanique quantique n'est pas complète. Cette conclusion est inacceptable pour Niels Bohr, qui pense que si on cherche à compléter la mécanique quantique, on va altérer sa cohérence.
Schrödinger vient mettre un grain de sel dans le débat en insistant sur le fait que l'intrication, c'est vraiment quelque chose... D'abord, c'est Schrödinger qui invente le mot entanglement, intrication, et c'est lui qui vient enfoncer le clou pour dire que l'intrication, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il écrit dans son article, cet article ne vise pas à une solution du paradoxe, au contraire, il va ajouter au paradoxe si c'est possible. 30 ans plus tard, encore un anniversaire, 30 ans plus tard, John Bell démontre que si on prend la position d'Einstein, alors on a des conclusions qui entrent en conflit avec les résultats des calculs quantiques et donc il va devenir possible de faire des tests expérimentaux. Ces tests expérimentaux vont se dérouler sur des décennies. Les tests les plus récents, dans la dernière décennie, montrent que l'intrication est capable de survivre à des distances colossales. Par exemple, ici à Genève, Nicolas Gisin fait des expériences dans lesquelles il lance des photons intriqués dans le réseau de fibre optique de Swiss Telecom et il est capable de montrer que l'intrication survit à des distances de dizaines de kilomètres. Donc voilà, l'intrication, c'est vraiment une propriété extraordinaire, aussi extraordinaire que le pensaient Einstein, Bohr et Schrödinger. Et quel est l'objet qui a permis de valider cela? C'est la lumière, une fois de plus. C'est encore la lumière qui est à l'œuvre, pas seulement la lumière, mais la lumière qui est à l'œuvre dans l'information quantique. L'information quantique, c'est le fait que, pour aller au-delà du dogme de l'informatique traditionnelle, qui disait que toutes les machines sont équivalentes, mais elles sont équivalentes parce qu'elles reposent sur les mêmes principes physiques, des esprits plus novateurs se sont dit, mais si on utilise des principes physiques nouveaux, alors on va pouvoir avoir de nouvelles méthodes de calcul, des nouvelles méthodes de transmission de l'information. Et on a donc actuellement toute une activité pour développer des applications qui s'appellent cryptographie quantique, dans laquelle la sécurité des communications repose non pas sur les limitations de l'adversaire, mais repose sur les lois fondamentales de la physique quantique elle-même. Il y a toutes les recherches sur le calcul quantique, sur la téléportation quantique, et encore une fois, ici, on retrouve la lumière. Alors, est-ce qu'on vit une nouvelle révolution quantique? Je le pense, et cette nouvelle révolution quantique, en fait, elle a deux ingrédients. Le premier dont je viens de parler en quelques minutes, qui est l'intrication, qui est vraiment une propriété radicalement différente de ce qui existait jusque-là. Pourquoi est-ce que c'est un concept révolutionnaire? Pourquoi est-ce que c'est encore plus révolutionnaire que la dualité onde-particule? Parce que dans la dualité onde-particule, ce qui est étonnant, c'est qu'un objet soit à la fois une onde et une particule. Mais la notion d'onde ou la notion de particule, ce sont encore des notions classiques, des notions que l'on peut décrire par des images dans le monde ordinaire. Une particule qui se déplace dans cet espace, vous comprenez ce que ça veut dire? Une onde qui se déplace dans cet espace, si vous avez fait un tant soit peu de physique, vous comprenez ce que ça veut dire. Quand on entre dans le monde de l'intrication, on est uniquement dans des espaces complètement abstraits et donc on n'arrive même plus à se faire une représentation dans l'espace réel. Et si on insiste pour revenir dans l'espace réel, alors on a des phénomènes bizarres comme la non-localité quantique. Donc l'intrication est vraiment quelque chose de radicalement nouveau. Mais il y a un deuxième ingrédient sur lequel il faut insister. Depuis les années 1970, les expérimentateurs ont appris à isoler, observer et contrôler des objets quantiques uniques. Donc ici, on a des atomes uniques qu'on peut manipuler avec le microscope à force atomique. Ici, vous l'avez vu, on est devenu capable de produire des photons uniques. Hans Demel, dans les années 1970, a été capable de piéger un électron, de le garder pendant des mois et de l'observer, de faire des mesures sur l'électron unique. Ce sont des choses que l'on considérait comme impossibles dans les années 1950. Les sauts quantiques, Serge Haroche a démontré de façon magnifique comment on peut manipuler des photons uniques et même des photons invisibles, en plus des photons radiofréquences, mais ça ne change rien à la nature du photon. Et donc, à la question, sommes-nous en train de vivre une révolution quantique? Oui, je crois que nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution quantique avec ces deux ingrédients, l'intrication, le contrôle des objets quantiques uniques. Et donc, pour conclure, le message que je voulais vous passer, c'est que la lumière, depuis toujours, a été au cœur des révolutions scientifiques et en particulier des révolutions quantiques,
puisque, encore une fois, la dualité en deux particules, quel meilleur moyen de la démontrer qu'en jouant avec les photons uniques? C'est la société de l'information et de la communication, ce sont les lasers, ce sont les fibres optiques, c'est la lumière pour les autoroutes de l'information. Du débat Bohr-Einstein à l'information quantique, ici encore la lumière a joué un rôle absolument crucial, et l'intrication, les objets quantiques uniques, eh bien ici encore la lumière se taille la part du lion. Je ne sais plus où j'en suis avec le temps, mais je vois que mon temps est écoulé, même en tenant compte des difficultés. Donc je vous remercie pour votre attention.